au sein du Conseil de droits de l'homme de l'ONU que la RDC a été prise comme membre. Et puis nous aurons aussi ce qui fait écouler l'encre à ce jour aussi, la déclaration de Corneille Nangaa, le président de la CENI, qui dit qu'il n'y aura pas d'élection avant 2019. Et ensuite, ce que nous ne pouvons pas oublier en ces jours, les conflits qui se déroulent en RDC et encore un scandale financier, comme toujours, comme j'ai dit, la mafia organisée en RDC, l'histoire de la banque BGFI, Banque RDC. Avec ceci, nous allons un peu essayer de partager avec M. Robert Mbello, qui n'est pas très peu connu de nous, parce que c'est un grand homme de la communauté, il a beaucoup contribué dans la communauté, c'est un homme des relations internationales, des professions, des formations, et je vais quand même lui laisser le temps de se présenter en quelques mots, ce que j'ai dit peut-être déjà. M. Robert Mbello, à vous le plaisir de vous présenter auprès de notre public, bien que... bien que... Voilà, je m'appelle Robert Mbello, je suis diplomate de formation de carrière. J'ai commencé ma carrière diplomatique au ministère des Affaires étrangères et j'ai eu l'occasion de côtoyer de grandes sommités de la diplomatie, notamment Ngonz à Carlibond, et que j'ai servi à la primature d'abord et puis au ministère des Affaires étrangères. Et puis j'ai eu l'occasion de côtoyer des personnalités comme Mokolo Apombo, que j'avais servi dans un cabinet ministériel. Qui reste aujourd'hui oui, dans les activités. Dans les activités. Et puis Mandongo Boulaniati, le vieux Carbu, comme on l'appelait. J'étais son secrétaire de cabinet pour des questions diplomatiques. Et puis j'ai eu aussi l'occasion de servir l'ancien premier commissaire d'État, Singaouju Ngwankebi Untoube. Voilà, j'ai été en poste à Athènes comme conseiller, et puis mon dernier poste, c'était comme ministre conseiller à notre ambassade au Caire en Égypte. Ah, j'allais oublier, le dernier poste que j'avais servi comme conseiller chargé des questions stratégiques, c'était sous la direction du ministre Ramazani Baya. Voilà. D'accord. Et puis, je voulais parler. Et je suis, mon père est congolais et ma mère est congolaise. Mais malheureusement, tous les deux sont déjà décédés. Et voilà, je me retrouve ici aujourd'hui pour parler avec vous des questions diplomatiques et d'actualité. Paix à leurs âmes, nos chers parents. Par rapport quand même aux tendances politiques, s'il y a une tendance politique bien précise en ce qui vous concerne. Moi, je suis moboutiste. Okay. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait plutôt. Donc, je ne m'en cache pas. Je suis moboutiste et je l'assume. Je suis entré au ministère des Affaires étrangères en 1979 et quelques années plus tard, en 1980, j'ai eu l'occasion de participer au 50e anniversaire du maréchal Mobutu, à l'époque président fondateur, Ali Salah. Okay. Voilà, c'est là où j'ai eu l'occasion, de loin, bien sûr, de lui dire bonjour, et il me connaissait par mon nom. Ok, merci. Voilà. Ok, étant donné que vous ayez dit vous-même que vous êtes diplomate de formation, il y a un sujet qui nous concerne un peu. Il y a quelques temps, quelques 2-3 mois passés, il y avait quand même une polémique autour de la RDC comme candidat du Conseil des droits humains par rapport aux événements, par rapport à toutes ces atrocités qui se déroulent en RDC. Et voilà, quelques 3 mois après, la RDC qui se voit octroyer ces titres de membres du Conseil des droits de l'homme. Si nous pouvons d'abord commencer par savoir, nous dire, c'est quoi d'abord cette histoire du Conseil des droits de l'homme, du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, et qu'est-ce que ça représente pour nos pays, et pourquoi nous devrions y être, et après pourquoi la RDC s'est tellement donné la peine, s'est arraché les ongles pour être parmi les membres. Merci. Bon, le Conseil des droits de l'homme, d'abord, n'est qu'une institution
consultative où se font, où se rédigent les instruments de protection des droits de l'homme, comme la Convention contre la torture, la Convention pour les droits de la femme, beaucoup de conventions qui ont été rédigées. Et pourquoi Genève? J'insiste pourquoi Genève, parce que, comme vous le savez tous, c'est à Genève où siège le Comité international de la Croix-Rouge. Oui. C'est le Comité international de la Croix-Rouge qui a rédigé en 1949, à la sortie de la guerre, le statut des prisonniers de guerre. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de statut. Et maintenant, le comité avait rédigé ce texte pour protéger ceux qui étaient des prisonniers de guerre, parce que vous ne pouvez plus tirer sur un prisonnier s'il est prisonnier. Armées, oui, vous ne pouvez pas tirer sur quelqu'un qui est au-dessus en parachute, vous ne pouvez pas tirer sur lui, etc., etc. Alors, ce texte a été encore revu et on a ajouté le protocole additionnel de 1977 sur le droit international humanitaire. Donc, Genève, c'est la place où qu'il sied pour les rédactions des textes, des instruments de la protection des droits de l'homme. Okay. Et aussi, les gens oublient souvent la SDN, la Société des Nations, l'ancêtre des Nations Unies, avait son siège à Genève. C'est ainsi que vous voyez, beaucoup des institutions sont restées là-bas, le Bureau international du travail, l'OIT, etc., etc. Pour ce qui nous concerne, donc la Commission des droits de l'homme, je peux vous citer ici certains textes sur le pacte des droits économiques et sociaux, etc., etc. Alors, pour ce qui concerne maintenant l'élection de la République démocratique du Congo au sein de cette commission, je vais ouvrir une très large parenthèse. Okay. Vous savez, notre pays est sous occupation. Et ceux qui ont créé l'occupation, vous les connaissez. Non, mais oui, vous les connaissez. C'est Bill Clinton, Tony Blair, Louis Michel et le reste. Ce sont eux qui ont placé des proxys des proxys comme les Paul Kagame, les Museveni, les Kabila, etc., etc., pour faire cette politique de domination. Alors, il vous souviendra maintenant, le 18 octobre 2012, le Rwanda avait été élu au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent. Mais qui a orchestré tout ça? Ce sont les lobbies. Les lobbies des groupes de Tony Blair et Bill Clinton, et puis les lobbies, les grands lobbies juifs mondiaux. Donc, ce sont eux qui ont favorisé à ce que le Rwanda soit élu comme membre non permanent au Conseil de sécurité. Mais on se pose la question, quelle garantie offre le Rwanda dans le monde en ce qui concerne le maintien des droits de l'homme, le maintien de la paix dans le monde? Voilà. Bis repetitas, comme on dit aujourd'hui, la RDC. La RDC, qui est à la tête de la RDC, c'est un sujet rwandais. Maintenant, lorsque le leader de la PARECO le disait depuis, je crois, 2001, que voilà, c'est monsieur un rwandais et que notre pays est sous occupation. Bon, comme tous les Congolais, on était là, non, mais Rwanda exagère, etc., etc. Aujourd'hui que les Blancs eux-mêmes qui l'ont placé commencent à le dire, ah, maintenant, tout le monde se réveille pour dire, ah oui, 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 etc., etc. Donc, ça, l'élection de la République démocratique du Congo au Comité des droits de l'homme, en tout cas, pour ce qui me concerne, ne me dit absolument rien. Sauf que c'est une diversion pour montrer, donc, à l'opinion congolaise, à certains politiciens naïfs qui croient encore
en Kabila ou qui, alors pour se présenter avec un visage pour dire que voilà, la République démocratique du Congo, est-ce qu'elle présente les critères pour être élu là-bas? D'accord, justement, nous venons à ça. Voilà. Nous avons vu le massacre dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et récemment, nous avons vécu le massacre de Kamuna Sampo dans le Kasaï. En cela, il y avait eu quand même la tuerie de 2 agents de l'ONU. Oui. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, après tous les doutes, toutes les manœuvres qui étaient mises en place, dans les doutes et les manœuvres mises en place pour essayer d'écarter la RDC, 3 mois après, on se retrouve avec la RDC comme membre? Est-ce que cela a été fait par rapport aux manœuvres diplomatiques, les manœuvres de corruption qui se font autour, à ce que maintenant la RDC gagne à travers Madame Moshebekwa, gagne le titre de membre du Conseil des droits de l'homme, ou bien c'est seulement pour donner, parce que beaucoup de gens se posent la question, est-ce que ce n'est pas pour donner à la RDC la responsabilité officielle de ces titres afin de respecter les normes et les critères des droits de l'homme? Bon, moi je voudrais d'abord dire ceci. Si je me remémore tout ce que nous avons écrit, parce que je suis le directeur de Zaïre Renaissance, qui est un think tank qui écrit des documents sur la République démocratique du Congo. Et vous souviendra que l'élément déclencheur de ce qu'on appelle aujourd'hui le génocide rwandais, qui est transformé maintenant, les gens disent maintenant le génocide des Tutsis, voilà les mensonges vraiment dans les sémantiques. L'alliance. L'alliance. On a vu les images. Tingi Tingi, Makobola, Kasika, Mwenga, où on a enterré des femmes vivantes. Où on a enterré des femmes vivantes, les responsables de Bijima, Nyarugabu, James Kabarebe et Azaras Rouberwa. Qu'est-ce qu'il fait dans un gouvernement des Congolais, lui qui est un sujet rwandais? On a vu toutes ces images et tout le monde le sait. Et ceux qui veulent avoir des documents chiffrés et photos à l'appui, ils n'ont qu'à m'écrire. Vous allez leur adresser mon email, ils n'ont qu'à m'écrire, je vais leur envoyer tous les documents. Bon, le fait que vous me dites que, par exemple, on pourrait penser, on élit la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme pour les pousser à respecter les droits de l'homme. Mais non, il ne suis pas plus tard qu'hier, après son vote, hier, il y a eu des égorgements à Beni. Alors, c'est seulement pour se faire valoir. Et puis demain, d'ici quelques temps, quand Alpha Condé passera la main à qui? À Kagame. Est-ce que vous voyez ça ici? Donc, tous ces votes, c'est de la corruption. C'est le lobby de la corruption. Kabila a casqué beaucoup d'argent, comme celui qui, au lieu de payer des diplomates congolais, c'est lui qui paye les diplomates rwandais au Rwanda et les fonctionnaires rwandais. Et l'argent quitte en liquide par Brazzaville. Les Rwandais ne voyagent plus par nos vols intérieurs, qui sont des avions, ce qu'on appelle des cercueils volants. Ils vont prendre le vol de Kenya Airways ou de Ethiopian Airways au Congo-Brazzaville pour Kigali. Voilà. Donc, votre question, je réponds à votre question pour vous dire que tout ça, c'est de la corruption. Le Congo, la République démocratique du Congo, ne mérite pas de siéger dans cette commission-là. D'accord. Merci beaucoup. Mais maintenant, par rapport à l'image même de la communauté dite internationale,
parce que c'est cette communauté qui a essayé de pousser les sanctions, qui a essayé de pousser ceci, d'essayer de donner un peu d'espoir au peuple congolais. Et maintenant, cette même communauté internationale reprend la RDC. Par la RDC, nous voyons le pouvoir. Elle prend le pouvoir de la RDC entre son pâturage. Maintenant, qu'est-ce que les Congolais pourraient penser ou devraient penser de la communauté internationale comme telle? Bon, d'abord, je n'aime pas tellement le terme communauté internationale, ça n'existe pas en droit international. Okay. Appelons un club occidental ou un conglomérat des pays occidentaux blancs qui sont en train de gérer actuellement la République démocratique du Congo. Donc, lorsque on l'a su, et nous l'avons su maintenant, que ce sont eux qui sont à la base de tout ça, lors de l'accord dit l'accord d'Addis Abeba. L'accord cadre. Oui, où on a vu, mais les gens, ils étaient étonnés de dire, ah, même le Vatican. On a dit, mais alors, hein, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Suède, la Norvège, le Vatican, l'Autriche, la Suisse, le Gabon, le Koweït, le Nigeria, bon, j'ai peut-être oublié de payer la Belgique. Ce sont eux les lobbyeurs de ceux qui pillent, qui volent, qui tuent notre peuple au Congo. Ce sont eux qui forment le lobbying pour Kagame et Museveni. Vous auriez remarqué que une fois, après avoir signé l'accord d'Addis Abeba, Museveni et Kagame sont arrivés ici à Londres pour dire à leur maître, donc les responsables des multinationales, bon voilà, nous avons déjà ce territoire, et donc pour le Rwanda, tout ce qui est le pétrole du lac Kivu, le gaz méthane, pour l'Ouganda, l'or, des kilomètres, etc., etc. Donc, ils étaient déjà en train de l'exploiter. Maintenant, au travers des accords d'Addis Abeba, ils ont officialisé tout cela. Et aujourd'hui, chemin faisant, nous venons de découvrir que la vraie armée d'occupation de notre pays, c'est la MONUSCO. Alors, qu'est-ce que nous devons penser de tous ces gens? Ce sont des ennemis du peuple congolais. Donc, comme vous l'avez dit, communauté internationale, oui, la communauté internationale est l'ennemi numéro 1 du peuple congolais. Ok. Nous reviendrons sur la MONUSCO un peu plus tard. Oui. Mais par rapport à la diplomatie comme telle, parce que jusque-là, nous avons même suivi à un moment certains députés accuser les Rwandais d'agresser la RDC. Et même lors d'un discours, Joseph Kabila lui-même a aussi dénoncé cela. Et nous le savons maintenant, nous allons prendre ce terme de communauté internationale pour nous aider c'est pour la population qui nous suit. Bien. Comment se fait-il qu'à ces jours, tout le monde sait que le Rwanda, pour ne prendre que le Rwanda qui agresse la RDC, mais la RDC continue à entretenir des bonnes relations, des bons voisinages diplomatiques avec les Rwandais. Vous êtes un diplomate, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, d'abord, vous avez dit un député qui avait parlé. Donc, des députés, vous voulez aussi parler de Zakari Bababa? Non, je ne sais pas. Bon, non, mais j'ai dit des députés qui ont... C'est lui qui a... dont l'image... Il n'y a pas que lui. Hein? Bon, dont l'image a réjailli, c'était lui. Bon. Ça, c'est récemment. Mais avant cela aussi. Avant cela, il y a eu des députés. Bon, écoutez, jusqu'à présent, beaucoup se taisent. Ils n'ont qu'à quitter l'Assemblée nationale en signe de protestation. Bon, vous dites pourquoi le Rwanda, la République démocratique du Congo, intéresse toujours des relations diplomatiques avec le Rwanda. Je vais vous expliquer quelque chose qui va au-delà de ce que de votre question. Le Rwanda, au Rwanda et au Burundi, il y a des dynasties et des castes qui ont préexisté à l'époque. Alors c'est sous Léopold III
que des missionnaires sont venus le rapporter, dit voilà, nous on avait vu au Rwanda, au Burundi, des gens élancés, minces, qui nous ressemblent morphologiquement, physiquement, et nous les imposons comme eux qui deviennent les maîtres des Bantous, donc qu'on appelle les Hutus. Alors, cette contamination, je veux dire, le plan de la communauté internationale, c'est de faire de tout l'Est de la République, de la République démocratique du Congo, à partir de l'Ouganda, de Kenya, Rwanda, Burundi, Tanzanie jusqu'en Zambie, une zone où seulement les dirigeants seront des Tutsis. Ils ont trouvé un Tutsi rwandais, ils l'ont mis à la tête de notre pays. Ils ont trouvé un Tutsi rwandais au Rwanda, ils l'ont mis à la tête de leur pays. Donc, en Ouganda, c'est pas pareil. En Ouganda, il s'appelle d'abord, c'est un Tutsi rwandais. Yoweri Museveni, j'ai son patronyme rwandais, bon, dont j'ai perdu de vue maintenant, enfin on se communiquera, je vous donnerai son nom. Ce sont eux qui gèrent maintenant tout l'est du pays. Alors ils voudraient contaminer tout, et comme certaines personnes de la communauté internationale sont un peu, je ne dirais pas, ne connaissent pas très bien l'Afrique, ils voulaient que toute l'Afrique centrale, même en Angola, partout, soit gouvernée par des Tutsis. Alors que c'est une tribu minoritaire ou une ethnie minoritaire qui n'a que faire de tout ce qui ne peut rien faire, de tout ce qu'on leur demande. Joseph Kabila, dès qu'il est arrivé au pouvoir, alors que Laurent Désiré Kabila, soi-disant son père, avait déjà interrompu les relations diplomatiques avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, et Joseph Kabila, sans préalable, il a remis les relations diplomatiques. Il n'a même pas osé poser la question de savoir que voilà, vous devez nous rendre compte. Tout simplement parce que dans les massacres de 800 000 Hutus et autres Congolais dans la forêt de Tingiting près de Kisangani, il y avait Joseph Kabila, James Kabarebe et Jacques Nkurunziza. Le général Jacques Nkurunziza qui a été retraité d'ici là. Ce sont eux qui ont tué tous ces gens. Quand on parle de massacre de Tingiting, voilà, les responsables, ce sont les principaux responsables, ce sont eux. Tout celui qui aura besoin, qui veut être informé, avoir des documents à l'appui et photos à l'appui, vous leur... D'accord, nous allons prendre cela pour voilà. leur transmettre. Bien, maintenant, par rapport à l'avenir de la RDC, le Rwanda et l'Ouganda, si jamais il y avait un rétablissement des pays, par exemple en RDC, croyez-vous qu'il y ait des bonnes relations entre ces pays, pour finir sur ce sujet? Bon, pour arriver au rétablissement de la paix, il faut que les Congolais prennent la responsabilité ou les responsabilités régaliennes de leur pays. Il faudra que nous puissions nous battre. N'attendons plus rien de la communauté internationale. Que la communauté internationale va faire quelque chose, que Zuma est allé dire à Kabila qu'il doit partir, que Niki, comment ça s'appelle, Niki allait, l'envoyé spécial de Donald Trump, va aller lui dire, n'attendons plus de rien de tout ça. Kabila doit partir par la force. Il doit partir, on doit le faire partir par la force. Et ce n'est qu'après cela, nous-mêmes Congolais prendrons les responsabilités de notre pays. Et s'il y a lieu de nous concerter entre nous pour savoir comment est-ce que le pays, le nouvel élan, vous donner le nouvel élan, comment est-ce que le pays va être géré, alors ce sera que
une question qui ne concernerait que nous, ça ne concernera pas l'ensemble de ces conglomérats de la communauté internationale, ni de la MONUSCO, ni de quiconque d'autre. Seulement du peuple congolais. D'accord. Merci beaucoup. Il y a beaucoup à dire sur ces sujets, mais nous n'avons pas assez de temps parce que nous devons passer sur autre chose. Mais nous reviendrons une autre fois avec M. Robert Mbello, qui sera vraiment très gentil. Et... Oui, je reviendrai. Merci. Nous allons maintenant parler de la non-tenue d'élection avant 2019. Vous vous souviendrez, nous nous souviendrons nous tous d'ailleurs que 2016 était l'année vraiment fatidique où les peuples congolais se voyaient ou se croyaient être libérés de l'emprise de, comme a dit M. Robert Mbello, comme nous le savons, de l'occupation qui a fait les deux manœuvres des élections de 2011 et 2016. À cela ne tienne, on nous a donné une année de, il faut dire des rallonges, ou bien de transition, ou bien d'extension, beaucoup de termes qu'on pourrait utiliser ici. Mais malheureusement, arrivé vers la fin de cette extension, nous entendons dire que les élections ne pourraient être tenues avant 2019. Pourquoi? Revenons d'abord à notre invité, M. Robert Mbello. Parlons élections. 2016 passé. 2017 commence à passer, maintenant on ne parle pas avant 2019. Qu'est-ce que ça vous dit à vous, en tant que Congolais, en tant que chevronnier de la diplomatie? C'est une distraction. Et j'étais au ministère des Affaires étrangères en 2006 au cabinet du ministre Ramazan Ebaya. Alors, j'étais parmi les rédacteurs de la note verbale qui devait annoncer au pays, aux diplomates, aux ambassades, la tenue des élections de 2006, avec le calendrier, etc. La République démocratique du Congo devait voter fin 2016. L'élection a été reportée à une date ultérieure. Depuis, aucune date. C'est un groupe international des contacts sur le Grand Lac. On va faire, il y aura des élections. Lorsqu'il y a eu le premier tour, déjà d'abord, il y a eu des manœuvres dilatoires où on a changé la constitution en même temps pour dire que voilà, il n'y aura pas de débat entre les deux tours, c'est les caméras, les tripatriages, de tout ce qui se passe. On l'a vu et à la fin, c'est Kabila qui a été proclamé alors que c'était Jean-Pierre Bemba. En 2011, on a vu la même chose. Et tout ce que je vois ici, ce sont les manœuvres de la communauté internationale. Parce qu'ils savent, ils se disent, bon, qui va prendre le flambeau? Parce que nous sommes avec lui, c'est lui qui les nourrit. C'est lui qui nous nourrit. Le Vatican, vous croyez que ces gens-là, ils vont qui est en train parmi les grands actionnaires qui ont tenté de commercialiser le diamant de Bakwanga, le Vatican? Ah, bon. Ça, c'est un exemple seulement. Alors, vous allez dire que ces gens, ils vont se dire, ah, mais alors, on ne sait pas. Bon, si Kabila ne se présente pas, qu'est-ce que cela va advenir? Vous verrez, ils trouveraient encore donc, des moyens, des astuces pour que Kabila fasse un troisième mandat. Vous avez vu, Kagame a fait un troisième mandat. C'est passé sous silence. À 99%. Oui, c'est passé sous silence. Les gens n'en parlaient pas. Les gens n'en parlaient pas. Et Kabila, alors ils se disent, bon, comme les Congolais, les politiciens congolais sont médiocres, je dirais même, bon, je ne veux pas le dire autrement, ce sont eux, notamment l'UDPS, qui a donné le glissement
Pas que les dépêches, c'est l'ensemble de partis politiques. Attends d'abord. Pendant que j'invale, avant de création de rassemblement, mais déjà en amont, à Ibiza. C'est à Ibiza. À Ibiza, il y avait que les gens de l'île de Pêche, le camp de l'île de Pêche et le camp de Kabila. Mais, pardon, M. Robert. Oui. Pardon, M. Robert. Oui. On dit toujours qu'avant qu'il n'y ait une cellule, il faut déjà qu'il y ait, comment on dirait, un œuf qui commence à travailler. Et maintenant, il essaie de faire grandir auprès des autres. Oui, mais déjà à Ibiza, ils avaient déjà accepté. Donc ils avaient déjà signé des accords. Ils avaient déjà signé des accords pour dire que voilà, Kabila, et ça c'est, si vous suivez l'interview de Joseph Kapika, qui est l'actuel ministre de l'économie, il a dit, vers la fin, il a dit voilà, le président Tshisekedi donc, lui avait dit que Kabila c'est le président de la République que je vous laisse et vous devez le respecter. Ça c'est lui qui le dit. Bon, ça c'est lui qui le dit. Le vieux n'est plus là pour... Bon, le vieux n'est plus là pour démentir. Bon, alors on a vu, le glissement c'était... Et d'ailleurs, Félix le dit. Félix le dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le glissement, je l'assume. Vous n'avez pas suivi ça? Non. Oui. Il a assumé ça. Le glissement, c'est quoi? Mais en tant que responsable... Attendez, je vais terminer par là. Parce qu'on parle glissement, c'est un nom qui a une certaine connotation donc, de velours. Un peu embelli. Un peu embelli. Glissement, c'est la collaboration. On est des collabos. Ce sont des collabos qui ont accepté le glissement. Alors, déjà, maintenant c'est étendu à tous les autres partis du Rassemblement. Vous verrez que tous ces politiciens ne disent rien. Bon, maintenant, pour eux, qu'il y ait des élections en 2019, ou 2020, ou 2030. Pas avant 2019, donc... Non. Même avant tout ça. Après. Mais ils sont là. Ils touchent les 13 millions de... 13 000 dollars par mois. Par mois. Ils n'ont rien à voir avec la population. Ok. Une question, M. Bello. Quand vous aviez dit que l'Occident essayait de soutenir Joseph à tout prix parce qu'il leur donnait, enfin, c'est lui qui les nourrissait, une question nous est toujours venue à l'idée, au bout des langues. Est-ce qu'il n'y aurait pas un Congolais qui serait à la tête d'un pays, ou bien un homme responsable à la tête d'un pays, négocier avec l'Occident selon les normes, les normes intercontinentales, internationaux? Bon, je vois les gens vont m'accuser d'être un rwandiste ou quoi. Je vois que c'est M. Honoré Ngwanda. La seule, pour le moment, il y en a d'autres. Mais celui qui a l'envergure, qui connaît les dossiers. Non, on ne fait pas la propagande. Parce que j'ai posé une question. Vous m'avez posé la question de savoir est-ce qu'il n'y aurait-il pas un Congolais ou une personne qui peut parler donc, comme ça avec l'Occident. Pour l'instant, il n'y a que lui. Parce qu'il a un carnet d'adresse, il connaît le Congo profond, il connaît très bien ce dossier et de la sécurité et des dossiers politiques de l'heure. Bon, qu'on les conteste, c'est tout à fait normal. Qu'on l'insulte, qu'on le fasse ceci, pour ce qui me concerne. Ça, c'est votre... Ça, c'est mon opinion, qui n'est pas l'opinion de X, Y, Z. Voilà. D'accord. Donc, pour vous, c'est lui. À part lui, personne d'autre. Non, je ne dis pas que... Parce que vous m'avez posé la question, une personne. Une personne. Il peut y en avoir. Que je suis un frère syndicat. Oui. Il parle, et puis après il dit, mon mouvement est apolitique. Bon, pour eux, c'est la primature. Mais dès qu'ils ont la primature... C'est fini, ils s'arrêtent là. Dès qu'ils ont la primature, ils contrôlent les autres ministères. Mais vous pouvez contrôler les autres ministères. Mais l'armée, la police... L'armée, c'est comment du ministère de la Défense. Donc, avec la primature c'est... Impossible. C'est lui qui dit était là. Maintenant, Bruno Chibala est là. Qu'est-ce qu'il contrôle
dans l'armée ou dans la police? Qui nomme à la police ou à l'armée ou dans le service de sécurité? Qui envoie des Rwandais avec nos bourses, des bourses du Congo, aux États-Unis, par-ci, par-là, en Europe, en France, pour étudier? Et qui fabrique les passeports congolais? Avec les passeports congolais, ils s'en vont pour aller étudier et revenir, pour venir encore nous dominer, nous surclasser. Et ils ne voient pas ça. Et ils ne voient que la primature. D'ailleurs, avant de terminer, peut-être pour ce chapitre, pose la question à un membre du Rassemblement ou du Kasaï. Est-ce que vous avez déjà vu un membre du Rassemblement ou du Kasaï écrire ne serait-ce qu'un petit papier sur les massacres dans leur propre province du Kasaï? Ça, c'est parmi les leaders. Enfin, les membres du Parlement. Mais oui. Parce que dans la diaspora ou quoi, il y en a beaucoup qui écrivent, qui dénoncent, qui... Bon, écoutez, moi je parle de ceux qui sont là. Au pays, au Parlement. Au Parlement. Les peuples. Bon, Clément Kankou, il a fouillé, il est maintenant au Canada. Le Canada sait que nous abritons un criminel. Mais comme le Canada profite de la manne de Joseph Kabila, de l'or et comme ça. oui, de l'or, donc le Canada fait partie de ce que moi j'appelle la conglomérat de la mafia internationale. Bon, vous appelez ça communauté internationale, moi j'appelle un conglomérat de la mafia internationale qui se sucre sur les crimes et le sang de 13 millions d'innocentes victimes congolaises. Ok. Bon, maintenant, la même question presque, mais pourquoi cette communauté internationale ne se donnerait pas la peine de vouloir négocier avec les Congolais eux-mêmes, profiter des produits congolais et que les Congolais aussi en bénéficient? Bon, moi j'étais le 30 septembre à une réunion organisée par le Conseil national de la résistance congolaise, ici même à Londres, où on a eu à côtoyer beaucoup certains leaders de la PARECO. Un leader de la PARECO, le vice-président de la PARECO, avait été contacté par le desk du ministère belge des Affaires étrangères. On lui dit, bon voilà, monsieur, d'abord, voilà, vous, la PARECO, vous ne voulez pas... Je ne parle pas au nom de la PARECO. Okay. J'ai reproduit ce que lui l'avait dit dans la salle. Okay. Il dit, mais pourquoi vous ne voulez pas vous entendre, vous unir avec les autres, etc., etc. Et lui de leur répondre, mais non. Nous, on a tendu la main à l'UDPS, on a tendu la main à Jean-Pierre Bemba, on a tendu la main à Mounene, on a fait ça. Bon, il a expliqué, il a dit, bon, voilà, nous on a fait ce qu'on devait faire. Hein? C'est vrai qu'en dernière minute, déjà même, quand on devait créer le Conseil national de résistance, les adeptes de Mukungubi sont arrivés, ils ont siégé, après, ils se sont rétractés pour dire, ah non, nous ne sommes plus là-dedans, bon, ça le concerne. Mais maintenant, on a posé la question à monsieur, parce que je ne suis pas du vice-président de la PARECO, mon ami Bama, pour lui dire, voilà, mais alors, pourquoi ne vous réunissez pas avec Filimbi, Lucha, Dokolo et autres, Katumbi, tout ça? Il a dit, mais, écoutez, vous me posez à moi la question, vous devez plutôt leur dire, s'ils veulent se réunir avec nous, de venir nous joindre. Parce que le combat, c'est de bouter dehors Kabila, de gré ou de force, pour que nous nous asseyions sur une table, ensemble, et on verra comment est-ce que les choses vont se passer, tout ça. Justement, pardon, pendant que vous avez suivi, vous avez essayé de dire à 2-3 reprises que dites-leur de nous rejoindre, dites-leur de nous rejoindre. N'est-ce pas l'humilité qui fait en sorte que les négociations se fassent
dans les niveaux vraiment très élevés. C'est-à-dire, si la PARECO aussi pouvait aller vers les autres chez qui il n'a pas été, n'est-ce pas qu'on pourrait aussi avancer? Pourquoi seulement la PARECO devrait s'asseoir et... On ne vient pas juger la PARECO, c'est une question de passage. Je vous avais dit que la PARECO avait répondu, il a dit, nous avons tendu la main à tel. On devait faire quelque chose ensemble. On a fait ensemble, et puis après, ils sont partis. Ils sont tendu la main. Peut-être parce qu'ils ne se retrouvaient pas. Bon, je ne sais pas. Okay. Bon, nous n'allons pas rester là. Oublions ce débat sur la PARECO. Moi, vous m'avez posé la question. D'accord. J'étais amené à vous donner... Revenons un peu sur la non-tenue des élections. Est-ce qu'il y a un espoir à ce que les élections s'effacent, bien que nous voyons comment la communauté internationale et qui essaie d'insister, d'envoyer des émissaires, pardon, vouloir insister sur la date du 31 décembre 2017, bien que nous sachions que cela ne soit plus possible. Mais est-ce que nous pouvons nous attendre à ce qu'il y ait des élections incessamment? Bon, bien que je suis là pour répondre à vos questions, je vous pose une question avant de continuer ma réponse. Est-ce que vous pensez que, même si ces élections se tenaient, l'opposition va l'emporter? Ça, c'est une autre question. Bon. Je voulais seulement dire ceci. Les élections, d'abord, ça a été dit à maintes reprises. Il n'y a pas que M. Honoré Ngouata qui le dit, maintenant c'est tout le monde qui le dit. On ne fait pas des élections pendant l'occupation. On ne peut pas. Parce qu'on doit d'abord identifier qui est qui. Qui vote qui. Qui sont les Congolais qui doivent voter, etc. etc. Jusqu'à présent, on a vu seulement des gesticulations des gens qui sont allés, voilà, ma carte d'électeur, qui sont allés, voilà, ma carte d'électeur. Kabila est allé, Félix Tshilombo est allé, et beaucoup de gens sont allés se faire enrôler. Pour quelles élections? Maintenant que Nanga dit que voilà, il n'y aura pas de élections. Et même si ces élections se tenaient, il ne gagnerait pas ces élections, tout simplement parce que à la CENI, c'est l'homme de Kabila, c'est l'homme de la mafia, de la conglomérat, de la mafia internationale, qui va proclamer les résultats. On a vu l'autre qui est mort, Malou Malou. Bah, c'était l'homme de la communauté internationale, ce que, comme vous l'avez dit. Qui ça? L'autre, le pasteur, le rigolo pasteur, comment ça s'appelle? Et puis... Ngoyi Mulunda. Ngoyi Mulunda. Qu'est-ce qu'il a dit? Les élections, c'est moi qui vais les prononcer dans ma bouche. C'est ce qu'il avait dit, hein, avec son français, il a dit ça. C'est l'homme que la communauté internationale avait envoyé d'abord pour récupérer les armes qui étaient entre les mains de la population et que la population devait se défendre. Pour désarmer la population, on a désarmé l'armée, on a désarmé la population. Bon, j'extrapole. C'est pour dire que voilà, même si les élections devaient se tenir, l'opposition, la soi-disant opposition, entre guillemets, l'opposition d'accompagnement, personne n'allait gagner. C'est seulement le clan, ou le clan, je dis bien clan majoritaire, des Kabila et consorts, des Minakou, qui allaient l'emporter. Même si toute l'opposition et les rassemblements se réunissaient, donc il n'y aurait pas une force, une synergie qui pourrait gagner les élections. Mais parce que celui qui va prononcer, proclamer les résultats, c'est l'homme de Kabila. Est-ce que vous allez demander à cet homme-là, on doit faire le recomptage des voix? Vous avez vu vous-même par-ci, par-là, en Afrique, quand on parle de recomptage de voix, là où ça nous mène. Sauf au Kenya. Oui, au Kenya, ça c'est autre chose parce que c'est une autre culture, une autre mentalité. Vous avez vu pour Tshisekedi, il avait été élu. Alors, pourquoi on nous a demandé l'impérium? Parce qu'il avait été élu. Pourquoi de lui-même, par la suite,
il s'est défroqué, il s'était défroqué, il a dit, allez au dialogue. Ok, d'accord. On va venir au dialogue un peu plus tard. Bon, maintenant que la date du 19 septembre, qui normalement devait nous donner le calendrier est passée, on arrive vraiment vers le mois de décembre. Donc, s'il faudrait préparer les élections, comme lui-même Nanga a dit, il faudrait 504 jours après l'enrôlement. Croyez-vous, dans l'état actuel des choses en RDC, que l'enrôlement se fasse dans les délais aussi courts que possible afin que nous ayons ces 504 jours et que les élections se fassent? Et si l'élection ne pourrait se faire, que devraient faire les Congolais à partir de maintenant? Bon, ça c'est la distraction. D'abord, depuis 2014 ou 2015, on devait déjà commencer à faire le recensement à cette époque-là. Pourquoi ils veulent maintenant le faire maintenant? C'est la distraction. Que doit faire le peuple congolais? Article 64. L'article 64 se dit en deux volets. Il y en a qui disent qu'il faudra aller par le soulèvement populaire ou la révolution populaire et consorts. Il y en a d'autres qui disent qu'il faudra aller par les dialogues parce que même si soulèvement il y avait, ça va finir. Même si soulèvement il y avait, on finira toujours par être sur la table. Alors donc on devait partir épuiser toutes les possibilités, toutes les échéances à notre possession et puis arriver à cela, à la date fatidique. L'article 64 est clair. Ouais. Ce sont les pécheurs en eau trouble qui essayent de donner une interprétation extensive sur le vent populaire, Kabila part. Après, oui, on peut se mettre sur la table. Ouais. Mais pas avant. On va négocier avec eux. Mais justement, le soulèvement populaire, si c'est un soulèvement non contrôlé, et demain les pays dans les chaos, qui pourrait sortir le peuple et dire que non, tous dehors, et qui pourrait remettre ce peuple dans les rangs. Écoutez, bon, moi je ne préjuge de rien, mais moi je vous dis que dès qu'il y aura soulèvement populaire, il y aura aussi une garantie, il y aura des gens de bonne volonté qui surgiront, il y aura quelqu'un ou des gens pour dire que bon, maintenant c'est assez, Kabila est déjà parti, mettons-nous sur la table de parler. Ok. Est-ce qu'il faudrait attendre le 31 décembre 2017 ou non? Et s'il faudrait le faire maintenant, comment et par qui? Bon, attendre la date du 31, ça n'a aucun sens. Ça peut le faire aujourd'hui, ça peut se faire après, même le 31, pourvu que Kabila parte. Alors, vous m'avez posé la question avec qui? Et comment? Et comment? Mais le soulèvement populaire, c'est comment? Oui. N'est-ce pas que M. Noël lui-même avait dit, il avait reproché, il y a eu un petit mouvement de tendance de soulèvement, il n'y avait pas eu de logistique, il n'y avait pas eu d'organisation. Est-ce que partir maintenant comme ça d'un coup, croyez-vous que c'est là? Bon, moi je ne peux pas répondre à la place de M. Wanda ou à la place de la Pareco. Moi je vous dis tout simplement que s'il y a une détonation qui commence, je ne sais pas où, à Kinshasa même, s'il y a une détonation qui commence et qui part pendant 2 ou 3 ou 4 jours, c'est fini. Et même la communauté internationale, ces voyous, enfin qu'on appelle ces conglomérats de la communauté internationale, ne va plus se retrouver. Ils seront obligés de négocier, ils seront obligés de faire appel à X, Y, Z, de faire appel même à vous, M. Kikamba, même tous ceux qui sont de la diaspora, venez. Et il y a Kiskitouba qui est ici, il y a mes amis, le couple Mbala, on est tous là. Vous-même, vous êtes là. Bon, je ne sais pas. Si je me dis moi-même, on peut nous appeler. Il y a des gens en Belgique. Ouais. Il y a. Jean-Marie Tobadi est là. Jean-Marie, oui. Il y a. Joël Tchani. Comment ça s'appelle Tchani? Noël Tchani. Aux États-Unis. Il y a notre confrère qui nous donne des informations le plus souvent. Jean-Claude Moubenga. Il y a beaucoup de gens. Ok, qui pourraient prendre la relève. Mais oui, mais on peut se mettre à table pour prendre discuter, prendre la relève.
Vous avez dit 2, 3, 4 jours peut-être pour tenir, mais nous savons que c'est devenu comme un slogan que les Congolais ne pourraient tenir 2 jours. Vous savez, on a affamé les peuples, on a démuni les peuples de tout, on a... Ah, pardon, je me suis mal exprimé. Oui. Si ça passe 2 ou 3, 4 jours, Oui. hein, Oui. on continue Oui. à harceler, Oui. le pouvoir en place ne tiendra plus. Mais comment tenir avec tout l'arsenal mais en place? oui, mais écoutez, personne n'a jamais vaincu le peuple. Mais justement, ce peuple est démuni de tout. Non, vous avez vu, au Vietnam, Oui. ils avaient quoi? Ils n'avaient rien. Est-ce qu'on avait marché sur eux? Non, vous ne pouvez pas présager de ce que fera Dieu. Ah, parce qu'il y a aussi la dimension, je ne dis pas qu'il faut aller se mettre à l'église en train de prier, comme les gens disent. Non, il faut agir. Il faut agir. Et pour agir, il Kabila, faut demander la bénédiction. oui, d'accord. On doit éliminer Kabila D'accord. de la scène politique. Donc c'est la seule solution. La seule solution. Ok, merci beaucoup. Alors, très chers amis, nous allons passer maintenant à notre troisième topic qui est les conflits à l'Est. Je crois que M. Robert Mbelo a dit lui-même qu'il était de l'Est de Kisangani, bien que Kisangani soit quelque peu épargné ces jours-ci, mais c'est plus le Kivu qui est encore à la une. Depuis quelques semaines, nous avons vécu des conflits, des intenses conflits dans la région du Kivu, dans la région est de la RDC. Pourquoi ces conflits? Et effectivement, comme dit M. Robert Mbelo, il faut forcer la main à Joseph Kabila de partir. Faudrait-il commencer par l'Est? Pourquoi toujours l'Est, M. Robert Mbelo? Bon, je n'ai pas d'éléments. Je n'ai pas d'éléments de réponse. Parce que je ne connais pas très bien les terrains, les Fizi, Baraka, etc. etc. D'autant plus que je n'ai jamais mis les pieds là-bas. Mais tout ce que je sais, que les Maï Maï commençaient à combattre l'occupant rwandais. Saa 11 saa dans les montagnes du Congo. Mais vous n'êtes pas des Congolais, mais vous êtes des Banyarwanda. Vous devez demander l'autorisation du Mwami ou des Mwami congolais de la localité pour vous donner l'autorisation de venir faire paître vos bétails au Rwanda. Déjà, quand les individus doivent traverser les frontières, voilà. ils ont des autorisations voilà. pour le bétail. Alors, oui. déjà, les Congolais, ils sont les Bafuleros, les Bembe, les Reda, etc., etc., ils ont vu que c'était un peuple envahissant qui commençait à grogner, à se comparer de certaines parties du territoire, de leurs femmes, de leurs enfants, etc., etc. Alors, ils ont commencé à faire des revendications. Et d'ailleurs, lorsque Laurent disait Kabila est entré avec les Rwandais, il n'a pas reçu l'apport de Maï Maï. Les Maï Maï s'étaient toujours refusé de le soutenir parce que les Maï Maï le connaissaient depuis Fizi, Barak, etc., etc. C'est un conflit ancien, c'est un conflit qui est à la fois foncier c'est-à-dire pour le terrain, et politique parce que... c'est culturel aussi. C'est culturel. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le pouvoir en place à Kinshasa commençait à nommer les chefs coutumiers. Autres ne nomment pas. Moi, je suis... de la descendance Mbelo. Oui, Mbelo. Mbelo Alolo. Celui qui l'avait succédé, c'était Mbelo Jackson. Et celui qui le succède maintenant, c'est Mbelo Jean-Marie. Le fils de papa Jackson. Ouais. Nous sommes de la lignée des chefs. Il n'y a aucune contestation. Il n'y a aucune contestation. On sait que c'est du droit divin. Alors, maintenant, lorsque vous voyez, par exemple, le Rwanda
d'avoir des moamis chez nous. On créé un territoire artificiel de Minembwe, oh, les Banyamulenge. Non. Tout ça, ce sont des fictions. Tout ça, ce sont des fabrications de Colette Brackman, de Louis Michel, de tous ces Belges qui veulent revenir au Congo. De tous ces Belges qui n'ont jamais digéré que le Congo soit indépendant. Voilà. Alors, pour ce qui concerne le conflit à l'Est, je vous ai parlé de notre compatriote Jean-Claude Moubenga. Bon. C'est celui qui nous informe et que beaucoup de gens le connaissent déjà maintenant. Bon. Il nous informe et lui, il reçoit directement des informations du front. Bon. Ce sont des informations. Ce ne sont pas des renseignements. Alors, pour dire que ces gens-là, quand on commençait à les présenter pour dire voilà, il faut le jeu de Kabila, il faut ceci, cela, ils bloquent pour que Kabila ne fasse pas des élections, c'est faux. D'abord, ils bloquent la balkanisation. Vous conviendrez avec moi, vous voyez, la déclaration du CNCR, hein, la convention nationale des Congolais pour la résistance. Bon. Ils ont fait une déclaration. Paul Kaoum, qui est le secrétaire coordinateur, il a fait une déclaration pour appuyer ces gens-là. Et vous ne pensez pas que on fait des déclarations comme ça sans qu'on se pose la question réellement de savoir sur le terrain si ces gens sont avec Kabila. D'accord. Voilà. Je ne dis pas que cela soit le cas, mais souvent on dit maintenant on attribue aux Congolais d'agir sous la passion, sous les sentiments, donc des fois sans vérifier. Ce n'est pas ce que j'accuse ici. Oui, nous aussi on se pose des questions. Okay. Bien. Il se fait un cas, pour une fois, nous voyons la MONUSCO, dont vous avez fait allusion tout au long de l'émission ici, s'interposer par rapport, s'interposer contre le Maï-Maï et la coalition qui se joue là-bas. Jamais la MONUSCO n'a agi ainsi dans les années écoulées. Pourquoi seulement cette fois? Est-ce que cela donne la crédibilité, l'originalité de ce conflit, qui soit des Congolais? Et pourquoi la MONUSCO? Est-ce que la MONUSCO, pour défendre ses intérêts, ses terres, ses mines qui sont là-bas, ou il y a autre chose derrière? Bon, vous avez déjà donné la réponse indirectement à tous ces gens qui se posent la question de savoir est-ce que ce n'est pas le jeu de Kabila, est-ce que, etc., etc. Avant de parler de la MONUSCO elle-même, je remonte dans l'histoire. Je parle de la force publique congolaise de 1885 à 1960. Cette force publique qui était vaillante, qui a combattu à Tabora, à Maenge, à Sousa, Ngombari, par-ci par-là. Les colons belges, et même, ils sont allés même en Birmanie. Vous voyez les avenues que nous voyons là-bas, Birmanie, à Kinshasa, à Sosa, Birmanie, ils sont allés là-bas. Alors vous me dites, maintenant, lorsque vous êtes rentré, il est devenu une armée pour protéger les colons blancs, formés des autochtones, des indigènes, mais pour brimer les Noirs congolais. Voilà. C'est ça le tableau, c'est ça l'image. La MONUSCO est une armée de Blancs, au service des Blancs, au service de leur multinationale, au service de tous ceux qui protègent leurs biens à eux, les Blancs, au Congo. Ils sont au service de l'occupant. Joseph Kabila, ils sont au service, disons, des occupants, et ils sont au service des multinationales. Je remonte un peu. Vous savez, en 1999, à l'époque, c'était la MONUC.
parce que la MONUSCO est changée, elle est arrivée en 2010. On avait changé la mission de la MONUSCO, de la MONUC, qui était de respecter, de suivre des accords de Lusaka, le désarmement, de ceci, cela, l'observation, la paix, tout ça. Je m'excuse d'utiliser un langage un peu terre à terre. Tout cela n'était que de la foutaise. Ils n'ont rien fait. J'étais à Kinshasa à cette époque-là. Parlons d'abord de la MONUC. On a vu les Rwandais partir avec des uniformes dans des camions de la MONUC. Soit disant, ils rentraient chez eux, ils arrivaient à Gisenyi et les soirs, ils revenaient en tenue civile. Ils n'étaient jamais partis de notre pays. Parce que ce sont eux des chiens de garde qui surveillent les mines de la MONUSCO, de la MONUC. La MONUC était des surveilleurs des mines de 85 multinationales qui volent et qui pillent les richesses du Congo. Vous vous souvenez? La liste c'est de 85 multinationales. C'est la MONUC qui a créé les pistes d'aviation à Walikale, à Walungu, dans tout ce territoire. Je ne connais pas, mais en tout cas, la piste de Walikale est connue. Alors, maintenant, nous arrivons à la MONUSCO. Parce qu'il y a peut-être le temps pour l'émission. La vraie armée d'occupation, maintenant, au moment où je vous parle, c'est la MONUSCO. Parce que la MONUSCO a vu que si Uvira partait, c'est fini le chemin vers Bukavu. Si Bukavu part, les intérêts de tous ces Tony Blair, ces gens ils sont ici, hein. Des Claire Short, des Tony Blair, tous ces gens sont ici, qui continuent à fonctionner, à toucher leur pourcentage. Vous savez, quand on avait arrêté le général Karak ici, 4 milliards de dollars, qui a payé? Oui, mais qui a payé cet argent? C'est Kabila. Oui, c'est Kabila. Si vous voulez, je pourrais vous envoyer les documents que nous avions écrits, le révision tome 7, vous verrez, inscrire là-dedans. Très volontiers, je prendrai. Et vous verrez que ce lobby, qui paie les lobbies, c'est la RDC, c'est Kabila. Aujourd'hui, l'argent de la douane. Pourquoi on a déplacé la douane, le siège de la douane, au lieu que le siège de la douane soit à Kinshasa, on met le siège de notre douane à nous, à Dar es Salaam. Où avez-vous déjà vu ça? Où avez-vous déjà vu ça? Et les Congolais, dans tout ça? Ouais. D'accord, ok, parce que nous courons contre le temps maintenant. Nous avons un autre sujet. Nous reviendrons sur ce sujet de conflit de la RDC. Mais croyez-vous que ces conflits pourraient aboutir à quelque chose de positif? Bon, les gens posent des questions pour savoir, dire, ah non, mais comment ils commencent là-bas? Ils devaient, quand est-ce qu'ils vont arriver à Kinshasa? Mais non, le pays a la dimension continentale comme le Congo. Hein? On ne peut pas décréter ça de coups de doigt, donc de baguettes magiques pour dire que voilà, c'est cela. Eux, ils font ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Ils bloquent l'occupation. Vous êtes à Kinshasa, 12 millions. Ah, faites partie de Kabila. Voilà. Je ne dis pas que c'est aussi simple que cela. C'est ça, mais ben, voilà. Mais c'est une façon de leur dire. Ok, merci beaucoup. En tout ça, nous avons parlé parce que si nous voyons bien la situation du Congo ces jours, au travers les enjeux économiques et financiers. Tout récemment, nous avions suivi sur la RTNC les démentis par la contre-enquête de notre consoeur Barbara Ntibi, qui avait fait état de la richesse de la famille Kabila, disant que au moins de tout ce que cette famille était accusée, il y avait au moins 4 crises
le secteur bancaire, c'est moi qui où plusieurs banques étaient la famille Kabila et la banque BGFI, qui n'était qu'une banque à blanchissement d'argent de la mafia Hezbollah. En savez-vous quelque chose? Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre là-dessus? Bon, je voudrais donner une réponse, bon, disons globale. Ok. Vous savez où est Mende aujourd'hui? Je suppose qu'il est à la RTNC, mais il est en train de faire nos pareils. Mende est à Bruxelles. Ok. Aujourd'hui là même. Comme nous parlons. Ok. Mende est à Bruxelles. Ok. Alors que on avait dit non, pas de visa, tout ça. Il est à Bruxelles. Ok. Alors je vais vous dire que c'est de l'hypocrisie la plus totale. Ok. De toute cette mafia internationale, ce conglomérat de pays occidentaux. Il le savait depuis longtemps. Cette histoire de Hezbollah, cette histoire de Panama Papers, etc., etc. Ils sont là-dedans, ils en profitent. Ils ont vendu l'uranium à la Corée du Nord, à l'Iran, à la Russie. Qui sont là-dedans? Il y a des Israéliens, des Américains, des Anglais qui sont là-dedans. Ce sont des individus, ce ne sont pas des gouvernements. Vous croyez que ces gens n'ont pas de relations avec le gouvernement de leur pays? Ils influencent. Ah oui. Mais il arrive quelquefois qu'il y ait conflit d'intérêts entre gouvernements et ces individus de multinationaux. Non, moi je ne crois pas. Vous savez comme c'est le Congo. Mais vous verrez aujourd'hui, des gens comme j'allais citer le nom de Martha Forrest, George Forrest. Vous voyez que ce qu'il fait, ces activités il fait au Congo, le gouvernement belge n'est pas au courant, il n'a pas l'appui du gouvernement belge. Vous voyez que tous ces amis d'Anne Leclerc, ce qu'il est tenté de faire au Congo, il n'a pas l'appui de Netanyahu. Bon, ils mangent ensemble. Ils peuvent donner l'apparence que, ah non, nous sommes gouvernement, nous, ce n'est pas notre affaire, mais à la fin des faire, des dessous des tables, etc., etc. Donc, si je comprends bien, vous voulez dire que toutes ces tentatives de sanctions, ces manœuvres d'embargo ne serviront à rien. Non, ils peuvent même décréter de l'embargo. Mais je vous dis que même au moment où nous parlons, il est à Bruxelles. Comment il a pu obtenir le visa? Peut-être qu'il est venu en clandestinité. Non. C'est un autre nom. Officiellement, il n'est pas comme Tamoué Mamba. C'est-à-dire Tamoué Mamba, il a fui de Genève avec un autre passeport sous une autre identité. Bon, évidemment, revenons aux choses sérieuses. C'est pour vous dire que ne soyons pas distraits. Nous devons faire partir Kabila par la force des armes. Et c'est lui qui aura l'occasion de l'abattre physiquement comme ça, dans les rues de Kinshasa, sera reconnu comme un héros national. Nous n'avons dit, on a perdu 13 millions. Il n'y a pas plus tard que deux jours après le vote, où on a élu le République démocratique du Congo à la commission des droits de l'homme, l'année dernière, on a égorgé des gens. Alors vous dites que ce pays-là présente quelle garantie pour siéger dans cette commission? Voilà. Merci beaucoup, M. Robert Mbello. Vraiment, nous avons eu notre temps. Ça a été un plaisir. Nous avons parlé en cette langue de Molière qui, pour atteindre une opinion internationale, mais nous avons aussi les nôtres. C'est vrai que nous avons cette diversité des langues chez nous, mais il y a au moins une qui nous met d'accord, nous tous, qui est le Lingala. Est-ce que vous n'auriez pas un message direct à notre peuple congolais qui nous suit? Si message il y avait, nous vous laissons quelques 2-3 minutes. Bon,
bandeko bana Congo bana ekolo Congo na présenter d'abord ma condoléance na ngai na ba famille oyo bazali victime ya barbarie ya moto bozo benga Joseph Kabila qui n'est qu'un mercenaire azali président de la République. Jusqu'à présent biso toyebi na mboka Congo na yebi pona ngai tout ce qui me concerne yebi ka deux présidents Joseph Kasavubu et Joseph Désiré Mobutu, le maréchal Mobutu. Laurent Désiré Kabila azaki marionnette ba manipula qui est na bateau na Rwandais. Et puis Joseph Kabila oyo ya sikao vous avez compris Joseph Kabila Rais azali mercenaire. On s'en aille ayaki on a appliquer le plan qu'on appelle la solution finale. La solution finale est de le baboui. Tant que l'armée Hitler il y a envahi l'Europe, parce que pour le peuple juif, solution finale est de le baboui. Et ça a été décrété par Himmler en 1942. Décret wana de la solution finale. Yango wana mission Kabila yaki na mona Congo. Oh nyonso akozwa occasion ya kueliminer ye il faut salango. Peuple congolais. Lelo boye bato baza ko accompagner pe ezaleka biso moko. Bolanda babuzo ba politicien wana te baza ko ya majorité rassemblement UDPS Palou etc. MLC bolanda bango chute. Bolanda bango chute. Mutu na bino boti yango na application article 64. Oyo déjà bana ba bandi na ba campus na ba bisika muke et c'est bandi. Bolanda juko yo kama kambo ba élection te. Élection et comme biso nulle part. Attention ba sala élection lelo ba ko tricher ka ndenge bo mesala ndenge ba dinga ko sala. Alors na yango ezali pimba na suka te peut-être Zaire TV na ndekogi bakoluka tangu mususu po ya kobengisa ngapa lisusu na kosala émission moko ekozala na lokota na biso na lingala complètement o na salaki ezali po na koyebisa Mendele koyebisa bango ke makambo na bino etali biso te botinda baniki ale botinda Zuma botinda batuboni etali biso te biso il faut soit so Kabila kimite na batu na ye o tokokuta na bango kuna bango surtout tokoboma bango voilà na sukisi wana wana za malo na ngai matando mingi pona kosukisa na temps wana nous allons clore cette émission na lingala bana mboka bana ya Congo mais matando mingi na bino batu bolandi vraiment les questions mingi ya kwamba yo mukubwa ndenge tokobaka wana mboka na biso monsieur Robert Mbelo ezalaki esengo mingi ya bino kolanda biso esengo mingi ya bandeko na biso ya Zaire TV kobengisa biso na toko na lelo mpona kosala émission spéciale oyo ndenge monsieur Robert Mbelo alobi ekozala mbala liboso mpe ya suka te tokozongela bino awa tokoya kosala nini comme on dit toujours et comme je dis toujours pour moi la complémentarité fait la force de vous tous donc tokozonga awa merci mingi na bandeko nyonso tozalaka na bango mpe bacongo synthèse toleka bandeko nyonso ya libanda oyo tozala na bango sauf 15 na banza na lien wana ndenge tokozala na lien wana ndenge tokosala mosala nde tokokende mpona lolaka na biso ekoma bisika nyonso oyo bana ya Congo bana ya RDC bazali kozela biso matondo mingi na bino nyonso juge kao miko bye bye. Merci.